Oui, bonjour toutes et tous. Ravi de vous accueillir ici aujourd'hui à Fontainebleau, au château de Fontainebleau. Donc, j'ai le plaisir de vous introduire nos deux intervenantes d'aujourd'hui. Donc, une qui nous suit en direct du Japon. Et les deux intervenantes ont travaillé sur l'histoire du cerf-volant. Donc, en premier lieu, j'ai le plaisir de vous présenter Cécile Lally, qui est docteur en histoire de l'art de Sorbonne Université. Cécile Lally, donc, qui est actuellement au Japon, enseigne l'art et la culture du Japon à l'université Kyoto Seika. Elle est spécialisée sur la zone Japon, l'histoire de la photographie et la culture cervoliste. En 2013-14, elle a réalisé un travail de documentation des cerfs-volants japonais conservés au musée du Quai Branly, puis enchaîna avec plusieurs projets de recherche sur les fabricants de cerfs-volants, la communauté cerf-voliste amateur et les musées des cerfs-volants. Dans ce cadre, elle développa entre autres un projet collaboratif avec l'artiste photographe Mami Kiyoshi, ici présente, merci, qui est présentant les fabricants et les collectionneurs contemporains. En 2018, Cécile Lally organisa à Paris un colloque international intitulé « Cerfs-volants du Japon, à la croisée des arts ». Et parmi les articles qu'elle a publiés se trouve « Du ciel au musée, activité des amateurs du cerf-volant dans le Japon des années 1960-70 », publié en 2017. C'est juste pour citer un de ses ouvrages, elle en a publié d'autres. Donc j'ai également le plaisir de vous présenter Mami Kiyoshi, ici présente. Merci d'être parmi nous. Mami Kiyoshi est diplômée de l'université d'art de Musashino à Tokyo. Depuis 2003, elle travaille sur un projet intitulé New Reading Portraits, qui à long terme donnera à voir la pluralité de l'humanité au XXIe siècle grâce à une série de portraits jouant sur l'individualité et la diversité des personnes qu'elle rencontre à travers le monde. En 2010, elle a reçu une bourse du gouvernement japonais pour réaliser une résidence à la Cité internationale des arts de Paris. Et depuis, elle réside en France et continue de voyager à la rencontre de nouveaux modèles. Le projet collaboratif franco-japonais Histoire de poulpe volant s'inscrit comme une sous-catégorie de son projet personnel universel New Reading Portraits. En France, Mami Kiyoshi a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Arte, l'art et la ville, la Bourse du Talent et SFR Jeunes Talents. Ces œuvres font partie des collections du musée d'art-photographie de Kiyosato, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines et de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, je passe la parole à Cécile Lally. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Tout d'abord, je voudrais mentionner que, bien sûr, comme mes collègues de l'université Kyoto Seika qui ont pris la parole avant moi, je suis bien sûr déçue de ne pas pouvoir être en présentiel au Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau et de pouvoir faire cette discussion avec Mami en face à face. Mais je suis toutefois ravie qu'on ait pu trouver cette solution et que nous puissions bénéficier de ce nouveau format en duplex. Et donc, je voudrais d'ailleurs remercier toute l'équipe, tant le côté français que le côté japonais, qui a permis la coordination de ces conférences en duplex. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir Wadako, histoire de cerfs-volants japonais. Il s'agit d'un projet mené à deux qui allie photographie d'art et recherche académique. Il y a donc d'un côté Mami Kiyoshi qui est en France devant vous, qui se trouve à Fontainebleau, artiste photographe, et de l'autre, moi-même, Cécile Lally, je vous parle depuis l'université Kyoto Seika au Japon, et je suis responsable de la partie recherche de ce projet. Avant de passer le micro à Mami pour qu'elle se présente et qu'elle présente son travail photographique, je voudrais dire quelques mots sur mon travail de recherche sur les cerfs-volants et la façon dont ce projet est né. Je travaille sur les cerfs-volants japonais depuis 2013, lorsque j'ai réalisé un travail de documentation de la collection des cerfs-volants japonais qui est conservée au musée du Quai Branly. Avant de réaliser ce travail de documentation, je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose aux cerfs-volants japonais.
Je suis donc allée sur le terrain pour faire des entretiens, rassembler de la documentation, observer les fêtes et festivals de cerfs-volants et aussi visiter les musées et les ateliers de fabrication. Entre autres, on a au Japon 5 musées de cerfs-volants. La personne que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est Takeuchi Yoshihiro de l'atelier Magoji, qui se trouve dans le Kyushu, dans le sud. Et il s'avère que c'est le premier fabricant que j'ai rencontré lors de mon premier terrain dédié aux cerfs-volants japonais. Lors de ce terrain, j'ai pris conscience de la richesse de la culture cervoliste japonaise, qui est un élément essentiel de la culture populaire qui a fleuri à l'époque d'Edo. On trouve donc de nombreux échanges et aussi des influences avec le théâtre, notamment le kabuki, avec la poésie aussi, notamment dans les poèmes courts que l'on appelle le haïku, et aussi avec les estampes. En tant qu'historienne de l'art, je découvrais aussi un objet en 2 dimensions qui n'est autre qu'une peinture pour le ciel. Donc, d'un point de vue tout à fait personnel, bien sûr, l'objet me parlait, me plaisait beaucoup. En faisant mon terrain, j'ai aussi constaté que le nombre d'ateliers de fabricants était à la baisse. Quant aux fabricants encore actifs, ils semblaient avoir du mal à trouver des apprentis. Il y avait donc fort à penser qu'une fois ces personnes s'arrêtant de travailler, cela signifierait la fin de l'atelier. Et pourtant, certains de ces ateliers ont jusqu'à 2 siècles d'existence. Cela constituera donc une grande perte au moment de leur fermeture. Enfin, dernier point constaté, il n'existait alors aucune recherche chimique sur le sujet. Il y avait donc urgence à travailler sur les cerfs-volants japonais avant que les fabricants, donc les détenteurs du savoir, mais aussi des archives, ne disparaissent. À cette même période, donc quand je travaillais pour le musée du Quai Branly, je me suis rendue à l'exposition Culture Shock à Paris. Et Mamie faisait partie des artistes exposés. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Donc, je vais donc maintenant passer la parole à Mamie pour qu'elle se présente et qu'elle explique son travail. Merci d'être venu. Et merci pour toute l'équipe de festival de nous accueillir. Et même si à distance, je suis vraiment contente de vous présenter notre projet Wadako avec Cécile. Alors, je m'appelle Mami Kiyoshi, je suis photographe plasticienne. Je suis née et j'ai grandi au Japon et je vis en France depuis 10 ans. Alors, pour me présenter, j'aimerais parler d'une de mes séries qui est à l'origine de notre projet de Wadako. Il s'agit de New Reading Portrait, un projet que je poursuis depuis 2003. Ce sont des images qui étaient exposées à l'exposition Culture Shock où j'ai rencontré Cécile. Pour New Reading Portrait, concrètement, je photographie des personnes très diverses qui répondent à mes petites annonces via Internet, les affiches, etc., ou qui me contactent par des amis ou de bouche à oreille. Il n'y a aucune sélection pour participer en tant que modèle de mes portraits. Il suffit que les personnes soient volontaires et puissent m'accueillir chez elles. Le processus de shooting prend 2 jours. En général, je fais des photos chez elles. Le premier jour, je fais une interview. J'écoute la vie des personnes et je découvre leur environnement. Quand je les écoute, je plonge en immersion dans leur vie. Leurs histoires intimes m'inspirent beaucoup. Elles sont la source de mes mises en scène. À la fin de l'interview,
Je dessine un croquis pour lui montrer la mise en scène que j'ai imaginée en l'exécutant. C'est comme ça que j'ai amené aujourd'hui mon cahier de croquis. Alors, le deuxième jour, je fais une prise de vue. On déplace les meubles et les objets pour construire le décor avec les objets significatifs. J'arrange presque tous les objets dans la photo de façon très précise. Il faut au moyen 4-5 heures par jour pour suivre mon process. J'ai commencé le projet New Reading Portrait au Japon et après mon installation en France, je poursuis la série dans le monde entier. J'ai déjà réalisé une centaine de portraits et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 portraits de pays différents. Alors celui-là, c'est au Japon. Le portrait de Sakura et Kazuhiro. Et Kazuhiro, le mari, il est tatoueur. Sakura, la femme, est photographe. Tous les deux aiment cuisiner et ils vivent avec 2 chats et un chien. En guise d'alliance, ils ont un tatouage de la date de leur mariage sur leur annulaire. Et en fait, le tatouage est un peu tabou au Japon. Avant, c'était un signe distinctif des yakuza ou des prisonniers. Par conséquent, aujourd'hui, certains Japonais ont encore des préjugés sur les tatouages. Ils pensent que les personnes tatouées sont des boyaux. Mais ce n'est pas du tout le cas de ce couple. Ils mènent une vie très douce et tranquille. Il n'y a aucune violence autour d'eux. Je voulais donc montrer ce contraste, le style et la cuisine quotidienne. Sakura a un tatouage de fleurs de cerisier sur le dos, ici. En référence de son prénom, Sakura, qui signifiait fleur de cerisier. Et le deuxième, c'est en Grèce. Cette photo a été prise à Chiros, une île de Cyclades. Après avoir voyagé dans le monde entier, ce couple Flower Power a choisi de vivre dans cette maison car ils sont tombés sur le charme de ce grand paysage. Théos, le mari, est écrivain. Haha, la femme, était enseignante. Et maintenant, sur le toile, ils font des tomates séchées au soleil. Le nombre de tomates dans la photo est le même que le nombre d'années qu'ils ont été mariés. Pour cette photo, ils ont posé dans la même position que celle de leur photo de mariage. Le livre au milieu a été écrit par Théos. Enfin, j'ai arrangé la composition en losange parce que le nom de famille est Rombos, ce qui signifiait losange. Oui. Et c'est en France, c'est le portrait de Cécile. C'est notre première collaboration. Cette photo a été réalisée fin 2013. Cécile est chercheuse spécialisée dans l'histoire de l'art japonais, comme vous savez, et elle est aussi plasticienne. Elle détourne la calligraphie japonaise et utilise le caractère watashi, qui signifiait moi, pour se moquer de l'ego de l'artiste occidental. À gauche, il y a le monde horizontal. J'ai posé des livres occidentaux dont l'écriture se fait à l'horizontale. À droite, il y a le monde vertical. J'ai posé des livres asiatiques dont l'écriture se fait à la verticale.
En tant que chercheuse, elle est au milieu de ces deux mondes, le monde occidental et le monde asiatique. Elle expliquera elle-même son impression sur cette photo tout à l'heure. Et comme vous voyez, les portraits de la série New Reading Portrait sont très symboliques. Avec le titre de projet New Reading Portrait, il s'agit d'exprimer le fait que les spectateurs lisent mes images comme ils lisent un livre. Je construis mes images pour raconter des histoires et pour comprendre ce monde énigmatique. Le monde réel est absurde, déraisonnable et voire pire parfois. Depuis très longtemps, les humains créeraient des mythes pour interpréter le monde et accepter la réalité et avoir le plaisir. J'aimerais être une conteuse de mythes contemporains. En même temps, ces photos sont aussi la trace de mes rencontres. Donc, chaque portrait compose une trace de ma vie. C'est mon histoire. Le projet contient deux côtés paradoxaux. D'un côté, il est documentaire. Les images sont composées dans les lieux réels où les modèles vivent, avec les objets personnels. Je n'ajoute rien, je me contente juste de sélectionner pour la mise en scène. D'un autre côté, il est imaginaire. J'amplifie ces histoires avec ma sensibilité et mon imagination. Je déployais les histoires afin de créer un mythe. Et je créerai une mise en scène pour raconter les histoires. Par contre, je ne m'intéresse pas à la vérité. Je ne sais pas si ce qu'il me raconte est vrai. Je travaille en me basant sur ce qu'il me raconte. C'est le plus important pour moi. Et mes images contiennent donc des éléments folkloriques, mythiques et aussi personnels. Je me doute que c'est une des raisons pour laquelle Cécile m'a proposé cette collaboration. Par contre, pour Wadako, il y a une différence par rapport à New Reading Portrait. C'est Cécile qui a démarché les modèles en fonction d'une sélection qu'elle a fait elle-même. J'imagine qu'il n'a pas toujours été facile d'obtenir l'accord des fabricants, car, comme vous le voyez, ma démarche est assez intrusive et prend du temps. Et Cécile, je te redonne la parole. Effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, parmi les fabricants et collectionneurs que j'avais sélectionnés, il y en a 2 qui ont refusé de participer. C'est le jeu. Et pour répondre aussi à ce que tu disais plus tôt, donc lorsque j'ai posé pour Mamie, c'était une expérience très intéressante puisque en tant que modèle, on sent qu'elle prend le temps de faire un entretien en profondeur afin de découvrir notre histoire et ensuite avec la composition qu'elle imagine, on retrouve vraiment cette histoire. Parallèlement à cette expérience, comme modèle pour Mamie, j'avançais donc dans mes recherches sur les cerfs-volants. J'ai noté tout à l'heure qu'il n'y avait pas de recherche académique sur les cerfs-volants japonais. Néanmoins, il faut préciser que la communauté amateur a fait un gros travail de collecte et de conservation d'objets, ainsi que de publication, souvent sous la forme de catalogues de cerfs-volants. Et dans ces livres, les cerfs-volants sont présentés en fonction de la géographie de leur production. On trouve donc des livres en japonais et puis aussi quand même dans d'autres langues, principalement en anglais et puis un tout petit peu en français, qui présentent des photos de collections de cerfs-volants. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont présentés sur des pages blanches dans les livres japonais, photographiés en studio de façon frontale et avec un éclairage qui essaye de faire apparaître l'armature par transparence.
Dans les livres occidentaux, en bas à droite, on trouve plutôt le cerf-volant sur fond de ciel bleu en train de voler. Donc consciente de l'attrait visuel des cerfs-volants japonais, on peut voir dans ces textes, dans ces livres, aussi bien japonais qu'occidentaux. Donc consciente de cet attrait visuel, je voulais que mon projet suivant, après le musée du Quai Branly, allie le texte au visuel. Et comme pour le musée Branly, je travaillais vraiment sur l'objet, je voulais une nouvelle approche. J'ai noté précédemment que les fabricants professionnels de cerfs-volants étaient en voie de disparition. Je voulais donc récolter leurs connaissances, leurs paroles, leurs histoires avant qu'il ne soit trop tard. Et comme on dit, les petites histoires font la grande histoire. Ici, dans le titre de ce projet, Wadako, Histoire de cerfs-volants japonais, histoire, le mot histoire est au pluriel, car il s'agit de retracer l'histoire de l'objet grâce aux histoires des personnes qui les fabriquent, qui jouent avec et qui les collectionnent. Nous avons réalisé un voyage d'un peu plus d'1 mois avec mamie et nous avons rencontré une vingtaine de personnes pour 13 photographies. Voyez une carte ici. Certains ont posé seuls, d'autres ont posé en duo et d'autres encore ont posé en groupe. Je propose qu'on s'arrête un peu sur ces photographies. Ici, nous avons Modegi Masaaki à gauche et Ijichi Eishin à droite. Et sur le cerf-volant Rokaku, c'est-à-dire cerf-volant hexagonal, on voit une peinture en noir et blanc qui représente Modegi Shingo. Modegi Masaaki à gauche est l'actuel directeur du musée du cerf-volant de Tokyo. Ijichi à droite est l'éditeur en chef du journal de l'association des cerfs-volants du Japon. Et Modegi Shingo, au fond, sur le cerf-volant, était le père de Masaaki. Shingo est celui qui a fondé en 1969 l'association des cerfs-volants du Japon. Et ensuite, en 1977, il a fondé le musée du cerf-volant de Tokyo, là où cette photo a été prise. À la mort de Shingo, son fils Masaaki a repris les rênes à la tête de l'association, du musée et aussi du restaurant Taimeiken. On voit sur cette photo que Shingo, tout comme Masaaki, porte des habits de chef cuisinier. Masaaki tient même une poêle avec une omelette. Et pour l'anecdote, je précise que l'omelette était fraîche, dégustée par mamie juste après le shooting. Donc je laisse mamie faire la critique gustative tout à l'heure de cette omelette. Pour dire quelques mots sur le musée aussi, donc le musée a été fondé dans les années 70 par Modegi Shingo dans le bâtiment qu'il venait de faire construire pour son restaurant, le Taimeiken. L'association des cerfs-volants du Japon existait déjà depuis quelques années et c'est avec le même petit groupe de personnes que les préparatifs pour le musée ont été réalisés. Ijichi, qui est donc à droite ici, était au lycée à l'époque et il a aussi participé activement aux préparatifs. En fait, depuis les années 60, on peut dire que les passionnés de cerfs-volants étaient vraiment très actifs. Ils ont commencé à constituer des collections de divers modèles de cerfs-volants qui existent à travers les différentes régions du Japon. Ils ont aussi commencé à publier de nombreux livres. Donc, comme je le montrais avant, ces livres sont plutôt de type catalogue. Et bien sûr, la création du musée n'était que l'étape suivante dans l'action de préservation de la culture cervoliste japonaise. Mamie, je te repasse la parole. Alors, mon impression sur eux, c'est qu'ils sont les gardiens du monde de cerfs-volants japonais. Donc, j'ai décidé de les positionner comme les Nio, aussi appelés Kongo Rikishi, deux divinités gardiennes que l'on trouve à la porte de temples bouddhiques. Modegi est le chef de son restaurant comme son père avant lui. Donc, comme Cécile a dit, je me suis régalée en mangeant cette omelette. C'est son spécialité. C'était délicieux. Ijichi travaille comme éditeur
Donc ici, il porte un livre. C'est un livre sur la cuisine que Modegi Shingo a écrit. Il était son héros. Il y a un chemin de cerf-volant au centre de l'image entre eux deux, car ils sont là pour accueillir les personnes qui suivent leur intérêt pour les cerfs-volants. C'était la première prise de vue lors de notre voyage. C'était comme un baptême pour plonger dans l'univers de Wadako. Prendre la parole. Ici, nous avons deux photographies, aussi tirées de la série Wadako. On a le portrait de Yanase Juzaburo à gauche, Noboru à droite. Yanase Juzaburo est l'artisan qui tient l'atelier Yanase Chochin. Le mot Chochin signifie lanterne. Il faut donc comprendre ici que Yanase produit principalement des lanternes. Ishikawa, à droite, est un passionné de cerfs-volants et c'est un fabricant amateur de cerfs-volants. Ils sont présentés ensemble sur cette diapositive car ils sont voisins et ils produisent tous les deux les mêmes modèles de cerfs-volants, à savoir les cerfs-volants de Enshu Yokosuka. Vous avez ici des exemples des modèles de cerfs-volants Enshu Yokosuka. Ces cerfs-volants comprennent ce groupe de cerfs-volants comprend 11 modèles et le design de ces modèles, c'est-à-dire l'armature, mais aussi le décor des voilures, a été créé et fixé par les ancêtres de Juzaburo. L'atelier Yanase Chochin, au XIe siècle, par l'arrière-grand-père de Juzaburo, et ces modèles appartiennent donc à l'atelier Yanase Chochin. Quant aux artisans de cet atelier, ils ont été formés par un système de transmission interne d'une génération à la suivante. Lui, c'est un passionné et il copie les modèles de l'atelier Yanase Chochin et il s'est formé à la fabrication de ces modèles de façon autodidacte lorsqu'il était plus jeune. La juxtaposition de ces deux portraits permet donc de mettre en avant les rôles aujourd'hui d'un côté des fabricants professionnels et de l'autre côté des fabricants amateurs, voire de toute la communauté amateur à une plus large échelle. L'activité des fabricants professionnels est cadrée par un système commercial, donc l'action correspond à la demande. Or, l'atelier de Yanase reçoit de nombreuses commandes pour des lanternes, car dans la région, il y a plusieurs fêtes, des matsuri en japonais, qui utilisent ces lanternes. Par contre, les commandes de cerfs-volants sont devenues de plus en plus ponctuelles avec le temps et il ne s'agit plus vraiment que de production unique pour une commande par un particulier pour célébrer un événement tel qu'une naissance. Donc, même si l'atelier de Yanase Chochin est le créateur des modèles de cerfs-volants de Enshu Yokosuka, pour que ces cerfs-volants continuent de vivre, de voler dans le ciel et aussi d'être exposés dans les musées ou les mairies et autres lieux, il faut compter sur les fabricants amateurs qui, eux, sont libres de faire ce qui leur plaît. On a donc ici les deux faces d'un même problème ou d'une même pièce. D'un côté, le droit d'auteur n'est pas respecté, mais d'un autre côté, c'est cela qui permet la survie de ces cerfs-volants. Donc, Mamie, je te repasse la parole pour parler plus précisément de la composition et des personnes. Oui. Alors, la personnalité de Yanase à gauche était un peu différente de celle des autres fabricants. Il est discret, il n'aime peut-être pas être interviewé et parler de lui-même. Il est très calme, appliqué et peut-être un peu maniaque même. Il travaille sérieusement et subtilement. Il me semble qu'il a gardé un esprit samouraï comme ses ancêtres. Dans cette image, il a l'air content de travailler seul au milieu de son univers. J'ai arrangé quelques cerfs-volants entre plein de lanternes, car aujourd'hui, il ne fabrique pratiquement plus que des lanternes.
Je lui ai demandé de poser comme il travaille d'habitude. J'ai éclairé doucement la scène pour montrer que le temps passe doucement. En travaillant, il écoute en boucle le même CD de musique classique. J'ai pu bien me concentrer avec lui. Au contraire, Ishikawa, à droite, il était très ouvert. Il est passionné par les cerfs-volants Enshu Yokosuka, et c'est sa ville. Il voulait parler de tout et il voulait tout nous montrer dans son atelier. Il est d'un caractère spontané et gai. Il a un atelier et aussi un garage qui sont consacrés uniquement aux cerfs-volants. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre son portrait à l'extérieur, devant son garage. Cela me permettait de mettre les 11 différents modèles de cerfs-volants Enshu Yokosuka. Et en même temps, l'extérieur correspondait bien à son caractère ouvert. Et je voulais aussi exprimer sa fierté et sa joie avec un éclairage dynamique. Alors, je te donne Cécile. Pour la suite, donc, nous avons à nouveau deux images qui sont juxtaposées. Ces deux portraits donc, sont mis en vis-à-vis parce que le portrait de Makiguchi Atsushi à gauche et le portrait de Endo Hiromi à droite montrent des personnes qui habitent tous deux à Shilone, dans le sud de la ville de Niigata. Et ils sont tous les deux de fervents participants de la bataille des grands cerfs-volants de Shilone. Au Japon, on trouve principalement deux types de fêtes de cerfs-volants. D'un côté, les cerfs-volants géants et de l'autre, les batailles ou combats de cerfs-volants. Donc vous avez un exemple de cerfs-volants géants en haut à gauche et de batailles en bas à droite. On trouve des cerfs-volants géants dans plusieurs régions du Japon. Et dans le cas d'un cerf-volant géant, il s'agit de faire voler un cerf-volant qui fait 14 à 15 mètres de haut, pareil en largeur, et qui représente environ 1 tonne en termes de poids. Cela requiert donc l'effort d'un grand nombre de personnes pour courir en tirant sur la ligne du cerf-volant. Donc là, vous pouvez voir sur la photo effectivement que tout le monde participe, toutes tâches confondues. Les batailles et combats de cerfs-volants se trouvent également dans diverses régions du Japon et en dénombre d'ailleurs plusieurs dans le département de Niigata, là où se trouve Shilone. Et c'est donc d'ailleurs un exemple de Shilone que vous avez sur cette diapositive. À Shilone, la bataille a lieu sur les bords de la rivière Nakanokuchi, que vous voyez là sur la photo. Plusieurs légendes ont été inventées au début du XXe siècle pendant la montée de l'impérialisme. Et ces légendes mettent en avant l'esprit querelleur, revanchard des personnes habitant sur chaque rive, tentant d'exprimer comment ils en seraient arrivés à se battre à coups de cerfs-volants. Et ces légendes vraiment invoquent l'esprit du guerrier et mettent en avant la force masculine. Si l'on regarde la topographie du lieu et l'histoire du lieu, son évolution urbaine et géographique, on note effectivement qu'il y a une rivalité entre les rives est et ouest de la rivière, puisque à l'ouest, les terres se sont développées, ou la région s'est principalement développée autour de terres agricoles, et qu'à l'est, il y a un développement commercial le long de la route qui mène à Niigata. Pour ceci, d'ailleurs, il y a un texte de Sylvie Brosseau qui explique ce développement et la relation à la topographie du lieu. Aujourd'hui, à Shilone, la bataille consiste en 6 équipes à l'est et 7 équipes à l'ouest. Les équipes combattent 2 par 2, les unes après les autres, pilotant chacune un grand cerf-volant de 7 mètres par 5. Donc ça, c'est les cerfs-volants que vous voyez ici sur la photographie. Les cerfs-volants se rencontrent au-dessus de l'eau, et donc une fois que les lignes sont emmêlées, ils tombent dans l'eau et ils sont détruits.
Makiguchi, ici à gauche, fait partie de l'équipe Kenshin, c'est une équipe de l'Ouest. Et Endo, qui est ici à droite, fait partie de l'équipe Yakusha, qui est une équipe de l'Est. Ils sont donc censés être des ennemis, mais dans les faits, ils sont amis. Et aujourd'hui, il arrive même que pour préserver cet événement annuel, des gens habitant sur une rive fassent partie d'une équipe de l'autre rive pour équilibrer les forces et que chaque équipe puisse participer et ainsi préserver l'événement. Mamie, la parole est à toi à nouveau. Alors, quand j'ai entendu parler de cerfs-volants chironais, j'ai été un peu choquée parce qu'ils sont totalement détruits pendant la bataille. Les habitants les fabriquent pour les détruire. C'est une philosophie particulière. C'est un aphorisme. Toutes les choses sont éphémères. En japonais, on dit shogyo mujou. Par conséquent, les gens de Chironais ne traitent pas les cerfs-volants comme des objets fragiles. Makiguchi à gauche. Makiguchi est collectionneur de cerfs-volants. Il possède environ 600 objets chez lui. Ce qui lui plaît, c'est d'acheter les cerfs-volants, de les prendre en photo, de lui donner un numéro et de mettre l'information dans un classeur. Dans sa pratique, il n'y a pas d'autre état après cela. Ces classeurs sont mis sur le sol devant lui et devant la caméra. Il a un désir de possession exclusive. Au fond du couloir, c'est sa pièce. Il y range son trésor, mais c'est petit et assez désordonné. C'est comme une base secrète, comme celle que construisent les enfants. Endo n'a pas de désir de possession. Il préfère plutôt partager sa passion. En bas de l'image, vous voyez un morceau de papier dessiné. C'est un débris de cerf-volant qu'il a trouvé après la bataille. Endo était compatissant, donc il l'a récupéré et il l'a gardé. Même si à Chironais, les cerfs-volants sont détruits chaque année, il se sent quand même un peu triste pour eux. C'est étonnant. Endo est très gentil et un peu innocent. Endo habite dans une maison ancienne en bois. Son père était fabricant de tatami, et tatami est le matelas japonais. Et la boutique était dans la maison. Il est assis là où se trouvait la boutique. Je lui ai demandé de poser comme son père lorsqu'il recevait des clients. Endo est quelqu'un qui aime recevoir les gens et qui aime faire plaisir. Quand il est venu nous chercher, il a fait voler un cerf-volant pour nous accueillir. Il est donc représenté sur la photo à l'entrée de sa maison dans une position d'accueillir avec un mini cerf-volant. C'est une représentation de sa façon de nous accueillir. Alors, malheureusement, nous n'avons pas de temps de vous présenter toutes les photos, mais nous avons fait 13 portraits au total. Vous pouvez les voir sur mon site internet kiyoshimami.com. Quelle que soit la situation de ces personnes, leur vie est forcément dirigée par les cerfs-volants, quelle que soit de façon positive ou négative. Au début, j'ai envisagé ces portraits comme s'ils étaient intégrés dans la série New Reading Portrait, parce que la démarche est la même. Mais durant le voyage que nous avons réalisé pour photographier les fabricants et les collectionneurs de cerfs-volants, j'ai découvert que les histoires de chaque personne
composer la grande histoire de cerfs-volants japonais. Ils sont chacun comme une goutte de pluie qui, mise ensemble, devient une grande rivière. C'est pour cela que j'ai décidé de lui redonner un nouveau titre, Wadako, Histoire de cerfs-volants japonais. Et certains ne voient que la grande rivière, mais j'aimerais être une personne qui fait attention à ces petites gouttes et écoute les petits bruits. Merci beaucoup. Je passe maintenant le mot de la clôture à Cécile. Merci Mamie. Après cette d'ailleurs très jolie conclusion, très poétique, je voudrais juste ajouter quelques mots. Donc, tel que Mamie l'a énoncé, les photographies de la série Wadako sont présentes sur son site, et sur le site vous trouverez également des textes courts que j'ai rédigés pour expliquer le contenu de ces photographies. Pour une explication qui reprend un peu ce que nous venons de présenter aujourd'hui, on vous renvoie également vers la revue Coco, qui est sortie au mois d'avril, le numéro 4. Donc pour le numéro 4, Mamie et moi-même avons été interviewés, et donc on y parle de cerfs-volants, de photographie et bien sûr de Wadako. Et ensuite, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que ah oui, on voit pas mon image, bah tant pis. Au mois d'août va sortir un livre sous ma direction intitulé Cerfs-volants du Japon à la croisée des arts. Il va être publié auprès des nouvelles éditions Scala. Il regroupe les textes de 12 auteurs qui sont pour la plupart des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mais aussi des artistes de cerfs-volants et des collectionneurs. Et donc, on y trouve des textes qui parlent de cerfs-volants et estampes, cerfs-volants et poésie, art contemporain aussi, cerfs-volants et art contemporain, l'évolution de l'iconographie des cerfs-volants, tout ce que vous voulez savoir sur les cerfs-volants, donc se trouvera dans ce livre, avec également beaucoup d'illustrations. Et petit vraiment mot final pour petite note d'espoir, je dirais même, nous espérons avec Mamie pouvoir publier un livre avec les photos de Wadako, les photographies de Mamie et mes textes dans le courant de l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Oui, merci beaucoup à nos deux intervenantes. C'était passionnant, c'était une belle histoire très colorée, quelque part des petits objets, mais qui prennent quand même beaucoup de place aussi, et certains d'un certain taille que j'ignorais. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vous passe. Oui, merci pour votre conférence. Je voulais juste savoir, ou alors je n'ai pas très bien compris, comment sont détruits les cerfs-volants. Comment sont détruits les cerfs-volants? Comment sont détruits Merci. Peut-être ce sera Cécile qui peut répondre. Comment se détruit le cerf-volant? D'accord. Oui. Alors, les cerfs-volants, en fait, sont lancés de chaque côté de la rivière. Donc, il y a un cerf-volant qui décolle à l'est, un cerf-volant qui décolle à l'ouest. Et ils sont incurvés de manière à se croiser au-dessus de l'eau. Donc, les lignes s'en mêlent. Et une fois que les lignes sont emmêlées, bien sûr, les cerfs-volants ne peuvent plus avancer. Donc, ils tombent. Et ils tombent dans l'eau. Et donc les cerfs-volants sont fabriqués de papier japon, le washi, et de bambou. Donc au moment où ils tombent dans l'eau, le papier se dissout. Et ensuite, ce qu'on n'avait effectivement pas eu le temps d'expliquer, c'est que la bataille de Grand Cerf-Volant de Chilonnet consiste à un tir à la corde. Donc une fois que les cerfs-volants sont bien emmêlés, qu'ils sont tombés dans l'eau, les
les habitants et puis les gens qui pilotaient le cerf-volant se mettent chacun de leur côté dans une rue qui est perpendiculaire à la rivière et ils font un tir à la corde au-dessus de l'eau jusqu'à ce qu'une des deux cordes craque. Donc à la fin, il ne reste absolument plus rien. Le bambou est détruit, le papier est détruit et il n'y a vraiment plus rien. Merci. D'autres questions? Oui, j'arrive. Merci. Oui. Juste pour vous remercier à toutes les deux pour cette très belle présentation à deux. Et pour dire que c'est suffisamment rare les enquêtes anthropologiques qui associent des artistes et la création. Et donc, c'est la parfaite synthèse entre patrimoine et création que je trouve merveilleuse dans votre travail. Et je voulais savoir quel impact il a eu au Japon, notamment dans la communauté des pratiquants du cerf-volant. Commencer à répondre aussi. En fait, au début, donc la communauté amateur et même les fabricants, c'est quand même principalement une communauté masculine d'un certain âge. Donc déjà, le fait que Mamie et moi soyons des femmes et plus jeunes, je les ai rencontrés en premier. Donc je pense qu'au début, ils étaient un peu amusés par ma présence et donc ils répondaient à mes questions comme ça, mais sans vraiment trop voir ce sur quoi ça allait déboucher. Et puis quand on a fait le projet Wadako avec Mamie, donc là ils ont vu que ça commençait à devenir sérieux, qu'un colloque comme était envisagé, que des expositions ont tourné, et donc on est pris beaucoup plus au sérieux maintenant, et je pense qu'il y a une bonne réception en fait. Quand on a organisé une exposition à Kyoto en 2018, il y a même des gens d'un musée de Tokyo qui sont venus jusqu'à Kyoto juste pour l'exposition, pour venir me rencontrer toute seule, parce qu'à l'époque, Mamie était en France. Mais donc petit à petit, oui, on se fait notre trou et on est bien reçus. Merci. D'autres questions? Tobu, un instant. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui donnait toute la vivacité, qui montrait toute la vivacité de l'art du cerf-volant au Japon, même si c'est peut-être en perte de vitesse pour les cerfs-volants traditionnels. Moi, j'étais curieux de savoir s'il y avait des pratiques cervolistiques contemporaines, des artistes ou des cervolistes qui sortent du cadre traditionnel et qui innovent ou qui réactualisent cette pratique du cerf-volant au Japon. Je pense que je vais aussi répondre. Du côté du Japon, on a quand même majoritairement une pratique traditionnelle, mais traditionnelle avec des guillemets, où on a moins quand même de liens entre l'art contemporain et le cerf-volant. C'est plus une influence, je dirais, qui vient de l'étranger et de l'Occident. Où là, on a quand même des artistes qui travaillent, des artistes de cerf-volant. On a des artistes de cerf-volant qui vont principalement tourner dans les festivals de cerf-volant, mais on a aussi des artistes contemporains, donc des gens qui travaillent avec les musées, galeries, etc., qui vont se servir du cerf-volant parce que dans leur hobby, ils sont cervolistes et donc ils allient les deux. Tendance, elle vient plus particulièrement de l'étranger. Donc je pense qu'on a petit à petit en Occident le mot m'échappe, une artification du cerf-volant. Au Japon, moins. Ils sont contents de participer à des projets. Il y a eu un gros projet dans la fin des années 80, au début des années 90, qui alliait des fabricants professionnels et amateurs japonais avec des artistes contemporains. Ce projet a tourné
Il s'appelait Art Kite. Il a tourné pendant un peu plus d'une dizaine d'années, un peu partout, au Japon, dans le monde. Et c'est un projet qui a eu beaucoup d'importance. Mais c'est un projet qui a été lancé, une fois encore, au Japon, mais par le Goethe Institute d'Osaka, par une personne allemande. Donc c'est plus l'Occident qui force l'artification des cerfs-volants japonais. Merci. D'autres questions ou commentaires? Alors, Cécile, est-ce qu'on peut dire les cerfs-volants de Murooka-san, c'est peut-être cerf-volant contemporain ou pas? On pourrait dire, ça dépend de matériel. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu peux parler de ça? C'est vrai que Murooka-san, oui, donc il est lui, il est kite photographer. Et c'est vrai qu'il a une pratique du cerf-volant où il cherche vraiment à allier les matériaux traditionnels. Donc, il travaille avec du washi, parfois du bambou. Mais en fait, là, maintenant, même ce qu'il crée, ce sont des cerfs-volants sans armature. Et donc, sont des manches à air, plus ou moins, qui sont faites de washi et qui sont peintes avec des motifs, d'habitude de motifs traditionnels. Mais d'une manière en fait qui reprend les formes de cerfs-volants occidentaux contemporains qu'on trouve normalement en ripstop. Et puis derrière aussi, on voit un cerf-volant Rokaku, si je vois bien l'image. Oui, c'est ça, un cerf-volant Rokaku qui est en ripstop, donc qui reproduit des motifs traditionnels en cousant des morceaux de ripstop. Donc lui, il est vraiment dans une fusion du cerf-volant japonais, du cerf-volant occidental, des matériaux japonais, des matériaux occidentaux. Et donc son motto, c'était de créer une nouvelle tradition en mélangeant l'actuelle tradition et la nouveauté. Merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'aurais une question encore. Moi, ce qui était frappé, de voir quasiment que des adultes, en fait. Est-ce que là, il y a une transmission, en fait, vers une future génération? Est-ce que le cerf-volant chez les enfants au Japon garde un peu cette importance d'un jouet, ou peut-être aussi plus qu'un jouet? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu la nostalgie de quelque chose qui risque peut-être de disparaître, cette culture? Alors, c'est du commence d'abord. En fait, c'est mon souvenir. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, à l'école, il y avait des ateliers qui fabriquent le cerf-volant. Donc, je sais comment ils fabriquent, mais maintenant, je pense que c'est une pratique plus. En plus, maintenant au Japon, il y a beaucoup de jeux électroniques, surtout c'est contemporain. Donc, c'est pour ça, maintenant, c'est l'histoire de cerf-volant, c'est dans le souvenir de les enfants de cette époque. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, c'est à cause de Covid, cerf-volant, c'était l'année dernière, c'était un petit peu à la mode. Parce que le cerf-volant, on peut jouer à l'extérieur et il faut prendre à distance pour jouer le cerf-volant. Donc, l'année dernière, j'ai vu les nouvelles que le cerf-volant était bien vendu au Japon. D'accord. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. Et je pense qu'on va s'arrêter là, puisque aussi les traductrices me font signe qu'elles ont besoin d'une pause. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence et un grand merci aux deux intervenantes. Merci. Merci beaucoup. ありがとうございました。